Bonjour à tous et bonjour à notre invité Jean-Claude Rollinat. Bonjour Pierre. Jean-Claude Rollinat, vous avez été élu local pendant 37 ans, cadre administratif dans le privé, journaliste, documentaliste. Vous avez écrit un tas d'ouvrages et le dernier, le voici, L'avion, ce mystérieux tueur de célébrités, à retrouver sur la boutique comme d'habitude de TV Liberté, et c'est édité aux éditions Maya. Alors ce tueur, l'avion, Jean-Claude, est-ce que c'est réellement l'avion un tueur ou est-ce que c'est un instrument aux mains des tueurs, aux mains de ceux qui voudraient faire du mal à autrui? Oui, alors, dans l'histoire des crimes politiques, nous avons eu le pistolet. Par exemple, en 1914, c'est Sarajevo, François Ferdinand. Nous avons eu le poignard. César avec Brutus, et puis Henri IV avec Ravaillac, et puis il y a eu la bombe, notamment le Napoléon Ier, Napoléon III, qui ne sont pas morts d'ailleurs dans ces attentats. Et puis il y a eu aussi... Hitler aussi, avec une bombe. Oui, Hitler, une tentative. Et puis il y a eu aussi, par contre, une réussite, si vous voulez, tragique, avec le tsar Alexandre III au XIXe siècle. Et puis il y a le poison. Le poison, oui, il y a eu l'affaire de la poison sous Louis XIV, mais par exemple, il y a eu le tsar Boris III pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a suspecté qu'il avait été empoisonné au retour de son voyage à Rastenberg, au repère du loup, lorsqu'il avait vu Hitler. Il a été très, très impressionné. Il refusait que la Bulgarie entre en guerre contre les Russes. Solidarité slave, il paraît qu'il a été tellement secoué, tellement impressionné, qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais c'est la version soft. Et puis, il y a aussi les gens qui ont été fusillés. Alors là, c'est un nombre... c'est innombrable. Les fusillés de l'Algérie française, vous avez la famille Romanov, vous avez Pierre Laval et compagnie. Enfin bref, c'est innombrable. Et puis, vous avez, un instrument moderne, un tueur par procuration, l'avion. Alors, c'est particulièrement lâche, comme tout attentat politique, mais particulièrement efficace parce qu'en général, ça laisse très peu de traces. Voilà. Alors, les victimes d'accidents d'avion, ou en tout cas de morts un petit peu louches dans un avion, c'était le cas de Christophe de Margerie, ancien PDG de Total. Il est mort lors de la phase de décollage de son Falcon 50. C'était en octobre 2014 dans un aéroport près de Moscou. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de la mort de cet homme qui s'était déclaré hostile aux sanctions occidentales contre la Russie à l'époque, en 2014, ce PDG avait des intérêts en Russie, il était carrément hostile aux sanctions contre la Russie. En général, en cas d'assassinat, on pose la question, à qui profite le crime ? Or, ce n'était certes pas l'intérêt des Russes de se débarrasser d'un tel interlocuteur en Occident. Ils n'étaient pas si nombreux, ils sont encore de moins en moins nombreux. En plus, c'est un homme qui s'est fait lui-même, qui a fait toute sa carrière dans l'industrie pétrolière, et particulièrement chez Total. C'est un homme jovial, un farouche négociateur, et effectivement, vous l'avez bien dit, il était assez favorable aux achats de pétrole et de gaz russes. Or, vous savez pertinemment, mieux que moi, que nous n'achetons plus ni gaz ni pétrole russe, qui était moins cher que le gaz et le pétrole américain, qui doit transiter par l'océan Atlantique, qui doit être liquéfié puis regazéifié. Bonjour l'écologie, et bonjour surtout le prix pour le consommateur. Donc, je ne vois pas les Russes ayant organisé cet attentat, parce que c'est un attentat. Une déneigeuse, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de neige sur l'aéroport de Vnukovo à ce moment-là, se trouve comme par hasard, tout feu éteint sur la piste où décolle l'appareil de Monsieur de Margerie, un Falcon 50 qui avait été loué à la compagnie Unijet. Il prend son envol, son élan, malheureusement, évidemment, pour l'équipage et pour Monsieur de Margerie, ainsi que l'hôtesse, le train avant heurte la déneigeuse, l'avion capote et s'embrase. Alors évidemment, le temps que les secours arrivent, c'était terminé. On a fait, évidemment, les Russes ont immédiatement fait une enquête, et on s'est aperçu que le conducteur de la déneigeuse était un ivrogne invétéré. Il s'est endormi sur sa machine, il l'avait abandonnée,
Et manque de coordination avec son supérieur. Son supérieur aurait dû s'inquiéter de son collaborateur qui avait disparu depuis 2 heures. Et puis la tour de contrôle aussi, qui a donné le feu vert au jet, aurait dû s'assurer que auprès du responsable du nettoyage des pistes, que c'était OK. Donc, tout peut apparaître comme étant quelque chose d'organisé par les Russes en Russie. Or, je l'ai dit précédemment, c'est pas possible que les Russes aient voulu se débarrasser d'un tel personnage. Ce n'était certes pas leur intérêt. Par contre, c'était l'intérêt des Américains. On peut le dire. Alors, est-ce qu'il y a eu manipulation? Est-ce qu'il y a eu achat? En tout cas, les personnes mises en cause ont été arrêtées, interrogées, ça n'aboutit à rien. Est-ce que les Russes ont voulu étouffer l'affaire pour des raisons d'État, une fois de plus? Oui, les contrôleurs aériens, et puis ce monsieur ivrogne, apparemment, qui a laissé ils ont été condamnés à de la prison, mais ils sont sortis relativement vite. Et puis, on n'a plus entendu parler d'eux. Alors, est-ce la raison d'État? Moscou, bien entendu, a décoré à titre posthume M. de Marjorie et a donné son nom à un brise-glace. Voilà, fin de l'histoire. Et la société Total a été, comment dirais-je, victime, d'un trouble de mémoire, puisque 1 an après son décès, il n'y a eu aucune cérémonie rappelant sa disparition brutale. Oui, Total n'a rien organisé. Rien. Non, voilà. Donc, voilà. Alors, point d'interrogation, comme beaucoup d'autres accidents aériens de cette nature, on peut se poser des questions. On peut enchaîner avec la mort du général Leclerc, Philippe de Hautecloque, commandant de la 2e division blindée lors de la Seconde Guerre mondiale. Lui, il est mort le 28 novembre 1947 alors qu'il menait une tournée d'inspection en Algérie. Son avion bimoteur a été pris dans une tempête de sable. Mais au fait, qu'est-ce qu'il faisait en Algérie ? Alors, c'est un bombardier B-25 Mitchell, de fabrication américaine. Il était avec son état-major. Il était en Algérie pour officiellement inspecter les troupes au Sahara. Officieusement, on commençait déjà à parler, il y avait déjà une odeur de pétrole. Vous voyez, là encore, il y avait une odeur de pétrole, puisque les Français occupaient provisoirement le Fezzan, qui est l'une des 3 provinces constituantes de la Libye, avec la Cyrénaïque et la Tripolitaine, et c'est la France qui contrôlait cette région. Et il y avait une odeur de pétrole très sérieuse, y compris en Algérie. Alors un certain Georges Kélian, je crois, avait annoncé, urbi orbi... C'était un géologue. Géologue avait annoncé, urbi orbi, qu'il y avait du pétrole au Sahara. Et alors à l'époque, on lui riait au nez. Et le général Leclerc avait pris cette affaire très au sérieux. Alors, l'inspection des forces armées françaises dans le sud algérien, était-ce le prétexte? Ou au contraire, est-ce que Leclerc, pour les intérêts français, n'allait pas, entre guillemets, passez-moi l'expression, renifler une odeur de pétrole dans cette région-là? En tout cas, c'est vrai qu'il y a une tempête de sable, l'avion heurte une dune près de Colombéchard, et on s'est aperçu quand même après d'une chose bizarre. C'est qu'il y avait un passager supplémentaire qui, on n'en sait rien, qui n'était pas prévu. Et une autre hypothèse, c'est qu'on a ajouté une couchette dans la queue du B-25 Mitchell, là où se mettait en général le mitrailleur arrière, et ça aurait déséquilibré un petit peu l'ensemble de l'avionique. Voilà. Alors, hypothèse. Et puis, alors là, il y a une hypothèse quand même aussi sotte que saugrenue. C'est le général de Gaulle qui aura été jaloux de la popularité du général Leclerc et qui aurait voulu s'en débarrasser comme étant un rival. Et ça, on peut l'écarter d'emblée. En tout cas, la thèse de ce géologue Conrad Kilian, donc il est né en Ardèche en 1898 et mort à Grenoble en 1950. Et lui, il soutenait que le Sahara, cet immense désert, recelait d'importantes ressources de pétrole et de gaz. Et seul le général Leclerc avait semblé être sensible à son dossier. Tout à fait. Et alors, chose curieuse, ce géologue a été retrouvé un jour pendu à l'espagnolette d'une fenêtre. Voilà. Ouais. Bon, on peut se poser des questions. Là aussi. Et quand est-ce que l'exploitation du gaz et du pétrole s'est-elle enclenchée en Algérie ? Ah bah ça a commencé bien plus tard. Ça a commencé quasiment au moment où l'Algérie française était menacée de ne plus être française. Donc le gaz d'Assir Mel, Hassim Messaoud, 54 quoi. Ouais, c'est dans les fin des années 50, quoi, mi-50. Et là, ça a commencé très sérieusement. Mais les recherches avaient déjà commencé avant. Donc moins de 10 ans, ça c'est un peu concomitant tout ça. Donc, si vous voulez,
Ce seraient nos amis britanniques qui pourraient peut-être avoir pointé le nez dans cette sinistre affaire. Voilà. Avec la British Petroleum et Shell, oui, etc. Mais là, c'est pareil, si vous voulez, on va le voir avec d'autres victimes d'attentats similaires. Il y a des suspicions, il y a des faisceaux de preuves, il n'y a rien de formel. Comme toujours, si assassin il va chercher forcément à noyer les pistes et à effacer les preuves. On sait en tout cas qu'après la guerre d'Algérie, après les accords d'Évian, l'essentiel des ressources gazières et pétrolières algériennes sont passées entre les mains des Américains. Oui, mais on va le voir tout à l'heure avec un autre client, si vous me passez l'expression, il n'y avait pas que les Américains, il y avait aussi les Italiens. Alors justement, on va en parler après de M. Enrico Mattei, mais j'aimerais aussi qu'on parle de Evgeny Prigojine. On s'en souvient, il était ce proche de Vladimir Poutine, commandant des forces paramilitaires de l'entreprise Wagner, qui s'était engagée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas entre les forces de l'OTAN et la Russie. Il est mort le 23 août 2023 quand son avion a explosé en plein vol au nord-ouest de Moscou. Le président Poutine a salué un homme courageux et talentueux, mais qui a commis des erreurs, entre guillemets. Alors, un porte-parole des États-Unis a parlé d'une bombe à bord. Oui, alors, c'est pas une bombe, mais ce sont des éclats de grenades qui ont été retrouvés dans le corps de certaines victimes. Et la version officielle russe, c'est qu'effectivement, il y a eu un attentat, mais les officiels russes, les autorités russes n'y sont pour rien. Alors, le déroulement de la chose, c'est que M. Prigojine était un simple cuisinier, et il a eu la chance, pour lui, de devenir le cuisinier d'un petit officier du KGB, qui plus tard deviendra le tsar de la Nouvelle-Russie. Et alors, évidemment, ça a fait sa fortune, et vous voyez, pour réussir, n'est-ce pas, il suffit de sortir de sa cuisine. Et donc, il a créé des chaînes de restaurants, etc., etc., toute l'intelligentsia moscovite s'y précipitait. Et puis, il a surtout créé une milice paramilitaire, le fameux groupe Wagner que vous avez évoqué, et qui s'est montré un petit peu indispensable sur le front ukrainien. Tellement indispensable que ça a créé une certaine jalousie auprès de l'état-major de l'armée régulière. Qui ont accusé M. Prigojine de trahison, Oui, il roulait, parce qu'il roulait un peu pour lui, et il mettait... Alors, évidemment, il allait recruter ses soldats, sa chair à canon dans les prisons, et il promettait des sommes vertigineuses et la libération pour ceux qui en réchapperaient. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont réchappé, mais et si d'ailleurs la Russie a gagné beaucoup de territoire, elle l'a gagné quand même au prix de pertes humaines assez importantes. Alors, ce fameux Prigojine, sans doute voulu être peut-être... sinon vizir à la place du grand vizir, en tout cas être sur le podium du présidium, n'est-ce pas, de la République fédérative de Russie. Et puis alors, donc l'ambition le prend et il se mutine avec ses troupes et avec 2000 à 3000 hommes et des blindés, il marche sur le quartier général de l'armée russe du front ukrainien qui se trouve à Rostov-sur-le-Don. Là, on craint les combats, il ne se passe rien du tout, il y a des sortes d'embrassades fraternelles, etc. Poutine... Toujours est-il que le mal est fait. Le mal est fait. Ce jour-là, aux yeux de Poutine, M. Prigojine avait signé son arrêt de mort. Même si le président de la Russie dit oh, « c'est une erreur, je pardonne », etc. Bon, on verra que peu de temps après, quelques mois après, boum, un avion de fabrication brésilienne, un Embraer, saute en plein vol. Alors les Brésiliens, fiers de leur constructeur, créent une commission d'enquête qui demande à venir sur place pour se dédouaner et pour dire non, c'est pas la conception de l'avion qui est en cause, etc. Alors en y regardant de plus près, effectivement, on trouve des éclats à l'intérieur de la carlingue, de ce qu'il reste de la carlingue, qui peut être examiné, et dans les corps de certaines victimes, on trouve des éclats de grenades. Donc c'est pas un missile. Donc c'est de la grenade défensive, vous savez, avec ces petits quadrillages qui éclatent. Voilà. Bon, donc il y a quand même un sabotage évident. Est-ce qu'il y a eu un kamikaze à bord ? La question reste posée. En tout cas, cet avion a sauté en plein vol, et à l'intérieur, ses passagers, certains, on a retrouvé dans leur corps des éclats de grenades. Donc il y a quand même une suspicion de tentative de crime. Alors, est-ce que ça s'est mal passé en haut ? Est-ce que le saboteur a été maîtrisé ou mal maîtrisé ? Ou il a déclenché, il a découpillé la grenade ? On ne le saura jamais. Alors, on va faire un crochet par la
par l'Afrique, ce continent qui, dites-vous, est particulièrement touché par les accidents d'avion. On ne sait pas très bien si c'est des défauts d'entretien des appareils ou autre, mais en tout cas, on sait que le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, a été descendu. Il était donc président de 73 jusqu'à sa mort le 6 avril 94 à bord d'un Falcon 50, lui aussi en approche de Kigali, la capitale rwandaise. 2 tirs de missiles Sol-Air de fabrication soviétique ont frappé son avion alors qu'il était accompagné du président burundais Cyprien Ntaryamira. Excusez-moi. Et là, dans cette histoire, Jean-Claude Rollinat, expliquez-nous, 2 histoires, 2 hypothèses s'affrontent. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué auparavant un nombre d'attentats spectaculaires, aériens. Il faut se rappeler que M. Michel Barouin est mort aussi en Afrique dans un accident d'avion, que M. Journiac, qui était conseiller de l'Élysée, est mort aussi dans un accident d'avion, que l'ancien président du Mozambique, Samora Machel, qui revenait d'avoir négocié avec les Sud-Africains, est mort dans un accident d'avion. Et là, nous avons 2 présidents, plus l'état-major de l'armée rwandaise, les phares, forces armées rwandaises, qui meurent en atterrissant à Kigali. Alors effectivement, vous soulevez 2 thèses. Il y a 2 thèses. La première, c'est que un machiavélique président Kagame aurait orchestré cet attentat pour déclencher le génocide Tutsi, qui lui permettait d'intervenir à partir de l'Ouganda avec son FPR, Front Patriotique Rwandais, ou alors au contraire, c'est la branche extrémiste des Hutus qui n'aurait pas voulu négocier avec les Tutsis la paix qui était prévue par le président Habyarimana. Voilà les 2 thèses qui s'affrontent. Alors, où est la vérité ? Je ne la dirai pas ce soir, mais j'avance quand même un certain nombre d'éléments. L'avion a été abattu, on le sait, par des missiles SAM-16 de fabrication soviétique. Ces missiles étaient, positionnés dans un camp militaire à Kanombe, qui se trouve en zone Hutu. Donc tenu par les partisans du président Habyarimana. Mais l'armée officielle du Rwanda n'a jamais eu de missiles SAM-16. Elle n'avait que des Mistral livrés par la France. En revanche, les forces patriotiques rwandaises de M. Kagame, qui est toujours au pouvoir à Kigali, avaient des missiles de ce type SAM-16 qui avaient été livrés par l'Ouganda, lequel l'Ouganda avait été approvisionné par les Soviétiques. Il faut savoir que l'Ouganda est anglophone et qu'il soutenait à fond le front de M. Kagame. Ouais. Tutsi. Or, les Tutsis, c'est une ethnie minoritaire tant au Rwanda qu'au Burundi, 15%, 20% maximum, et les Hutus, c'est l'ethnie majoritaire. Mais les couronnes, les monarchies traditionnelles, les chefs coutumiers étaient Tutsis. Donc il est évident que l'aristocratie de ces pays-là était Tutsi et qu'elle a vu très mal l'accession à l'indépendance de ces pays-là, car le suffrage universel, le fameux one man, one vote, évidemment, les privait du pouvoir. Alors, ça c'est le contexte. Mais cet attentat a été le prétexte, a été le déclencheur du génocide, du massacre, de la chasse aux Tutsis. Bon, qui avait quand même commencé avant. Ah, ça avait commencé avant, bien entendu, au Burundi aussi, dans une moindre mesure. Ouais. Alors, on va arriver, bon, c'est difficile, vous savez, les chiffres sont toujours manipulés, quel que soit le conflit. Vous citez d'ailleurs Bernard Lugan, l'historien spécialiste de l'Afrique, dans le cadre de cette histoire, qui a étudié le dossier jusqu'au bout. Il y a le juge Bruguère aussi qui a été... il y a énormément de... Si vous voulez, c'est une grosse affaire où énormément de commissions d'enquête, commissions d'études, des magistrats, bon, des généraux qui ont écrit des livres, notamment le général Touzé. Et comme on sait que M. Kagame est couvert par les autorités internationales et par les présidents successifs français... Alors, il y a ces 2 hypothèses. C'est l'hypothèse les Hutus extrémistes qui s'emparent des missiles SAM-16 et qui dégomment l'avion de leur président pour pouvoir justifier une vengeance contre les Tutsis, ou alors au contraire, très machiavélique, c'est le leader des Tutsis
n'est-ce pas, qui va se présenter en victime, lui donnant la justification d'une intervention pour protéger ses frères en ethnie. Voilà. Alors, j'apporte une petite précision. Le camp de Kanombe était d'un côté de la ville de Kigali, tenu officiellement par les phares. Et l'ONU devait les contrôler. Curieusement, quelques jours avant, les forces onusiennes sont parties. Restait plus que les forces armées rwandaises. Et puis, en face, il y avait le camp de Kanombe avec le FPR. Alors, il y a une hypothèse folle. Est-ce que un commando de FPR se serait emparé des missiles SAM-16, les déplaçant dans le camp de leurs ennemis pour faire croire que les SAM-16 ont été tirés du camp de Kanombe? Nous nageons en plein mystère. Et si vous voulez, les commissions d'enquête, les commissions d'études, rien n'a été définitivement prouvé. Il y a simplement un faisceau de suspicion, puisque Kagame a gagné, puisque les Hutus ont été battus, la France avec d'ailleurs, puisqu'elle avait choisi ce camp-là. Et le Rwanda est devenu, ex-pays francophone à l'époque des Belges, est devenu un pays anglophone, qui marche d'ailleurs allègrement toujours plus à l'ouest, puisque les forces armées rwandaises soutiennent les fronts révolutionnaires qui combattent l'armée officielle de la République démocratique du Congo, ex-Congo belge, ex-Zaïre. Voilà. Bon, donc c'est une petite Prusse d'Afrique centrale, le Rwanda. Et on sait que M. Kagame est toujours reçu avec tous les honneurs par la République française. Bien sûr, mais c'est là aussi peut-être la raison d'État. Alors on va y venir à ce monsieur qu'on évoquait tout à l'heure, Enrico Mattei, résistant italien, patron à partir de 1953 d'Eni, l'entreprise d'hydrocarbures et financeur d'ailleurs des rebelles algériens du FLN. Il est mort lui le 27 octobre 62 à bord d'un avion qui reliait la Sicile à Milan. Le ministère italien de la Défense a conclu qu'il s'agissait d'un accident, mais des doutes ont persisté encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, pourquoi ? Parce que ce monsieur, Enrico Mattei, qui était peut-être l'équivalent de monsieur de Marjorie pour sa firme pétrolière, était intéressé aussi par cette odeur particulière de pétrole et de gaz qui s'échappait des déserts sahariens. Et il se fait qu'il misait sur la victoire du FLN, qui prendrait le pouvoir à Alger et qui négocierait après, évidemment, avec sa firme. Donc il était tellement militant en pointe en faveur du FLN qu'évidemment il a dérangé un certain nombre de personnalités. Alors, les faits, il monte à bord de son avion Morane-Saulnier, qui est un petit biréacteur quadriplace. Il part, vous l'avez dit, de Sicile, et puis bon, pour ses affaires, il se rend à Milan, et boum, l'avion, là, crash en Lombardie, il s'écrase. Alors, d'abord, on n'a pas retrouvé grand-chose, les corps étaient en bouillie, c'est triste à dire, mais on a dit que, compte tenu de ses ambitions pétrolières sur l'Algérie et de son soutien avéré au Front de Libération Nationale, on a dit que derrière cet attentat, il y avait la main de la Main Rouge. La Main Rouge était une organisation clandestine qui était plus ou moins manipulée par le SDEC. Voilà. Alors le SDEC, rappelons que c'était le service de documentation et de contre-espionnage. De De Gaulle. Oui, de l'équivalent de la DGSE. Ouais. Voilà. Bon, alors, les questions sont posées. Elles restent sans réponse. Mais, là encore, il y a un faisceau de suspicion. En tout cas, M. Mattei s'est désigné lui-même comme une très belle cible. Et alors, vous terminez votre ouvrage avec un chapitre qui s'appelle « Plus de peur que de mal », où vous citez Haïlé Sélassié Ier, François Hollande, Evo Morales et Nicolas Sarkozy. Rappelons que pour son premier voyage hors de France, le président Hollande a été frappé par la foudre dans l'avion qui l'emmenait à Berlin. Tout à fait. Son Falcon a été frappé par la foudre et il a fait demi-tour. Alors, bon, la foudre l'a frappé, mais enfin, la France n'avait pas forcément le coup de foudre pour lui. Et évidemment, c'est comique. Et il a été obligé de changer d'avion pour arriver à Berlin. Et on sait qu'à Berlin, si on se rappelle des images, quand la chancelière le reçoit, il passe la garde officielle en revue
Et arrivé au dernier soldat, il continue son chemin tout droit et il est rattrapé par la chancelière. Et il a passé son quinquennat sous la pluie, en tout cas, à chaque fois qu'il était filmé à l'extérieur, le pauvre. Il avait la scomoune. L'avion, ce mystérieux tueur de célébrités à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Jean-Claude Rollinat. C'est moi qui vous remercie.